Merci d'être au rendez-vous de l'économie sur Africable Télévision. Bienvenue dans Eco Hebdo. Eco Hebdo, c'est votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie sur la panafricaine. Nous allons partir à présent avec la première partie de cette émission consacrée à l'actualité économique. Et dans la deuxième partie, nous allons également parler. La deuxième partie est consacrée au débat et le débat aura pour thème l'IDH. Pourquoi l'Afrique est mal classée? L'IDH, c'est l'indice de développement humain. À présent, la première partie, comme je l'ai dit, consacrée à l'actualité économique que nous ouvrons sur l'Afrique du Sud avec le ministre sud-africain des Finances qui a présenté fin février devant le Parlement un projet de budget de rigueur pour la prochaine année fiscale. Dans un discours prononcé devant le Parlement, Tito Mboweni a annoncé une réduction de 261 milliards de rand, soit 15,8 milliards d'euros de dépenses publiques. Le déficit budgétaire du pays devrait ainsi atteindre 6,8% du PIB, son plus haut niveau depuis 18 ans. Nyang Bazamili nous en dit plus. Victime d'une faible croissance, d'une dette qui ne cesse de grimper, d'un taux de chômage qui frôle les 30%, l'économie sud-africaine est en crise. Face à ces contraintes, le ministre a annoncé vouloir réduire les dépenses pour la rémunération des travailleurs du secteur public. Comme l'année dernière, il a tenu à appuyer son propos à l'aide de sa métaphore botanique préférée. Il s'est à nouveau présenté avec un aloès du Cap. Une plante qui, selon lui, survient et parvient à pousser lorsque les temps sont durs. Les Sud-Africains devront s'inspirer d'une telle résilience, puisque la croissance devrait atteindre 0,9% en 2020 et en conséquence, le déficit fiscal devrait grimper à 6,8% du PIB, soit son plus haut niveau depuis 28 ans. Contrairement à ce qui était attendu, le ministre des Finances n'attend pas augmenter la TVA et souhaite même diminuer l'impôt sur les sociétés pour aider la croissance. Mais pour contrôler les dépenses, il souhaite s'attaquer au poids que représentent les agents de l'État. Un peu moins de 10 milliards d'euros devront d'ici 3 ans être amputés de l'enveloppe dédiée à leur rémunération. À savoir si cet exercice acrobatique saura parler à l'agence de notation Moody's, la seule n'avoir pas encore placé l'Afrique du Sud en catégorie spéculative. Elle devrait réviser sa note dans moins d'un mois. À présent, la deuxième partie consacrée au débat, juste après le jingle. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons l'économiste et analyste financier, M. Modibo Mao Makalou. M. Makalou, bonsoir. Bonsoir, M. Maïga. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. Et le thème choisi pour ce 10e numéro d'Eco Hebdo est l'IDH, entendez l'indice de développement humain. Pourquoi l'Afrique est mal classée? Aucun pays africain n'a encore réussi à se hisser dans la catégorie des pays ayant un niveau très élevé de développement humain, tandis que 7 pays du continent se classent parmi les États ayant un taux d'IDH élevé. Pour rappel, le classement de l'IDH évalue le niveau de développement humain des pays, à près de 200 pays, en se basant sur plusieurs données impliquant, entre autres, le niveau d'éducation de la population, la santé, le revenu ou encore le respect des droits de l'homme. La première question, Monsieur Makalou, parlez-nous de l'IDH, l'indice de développement humain. C'est quoi l'IDH? Merci, M. Maïga. Tout d'abord, le développement humain, on ne peut pas parler d'indice de développement humain ni de développement humain de nos jours sans rendre hommage à l'économiste indien Amartya Sen, qui est dans sa 87e année, né en 1933, qui est un économiste indien et qui a quand même beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur les questions de bien-être et de choix social. Et donc c'est lui qui est un peu le précurseur dans ce domaine du développement humain. Donc il a beaucoup travaillé avec les différents acteurs du développement sur cet indice de développement humain. Mais le premier rapport sur le développement humain qui est sorti était sous la direction d'un Pakistanais, un grand économiste pakistanais du nom de Mahbub ul Haq. Donc, qui travaille aussi étroitement, qui a beaucoup travaillé aussi avec Amartya Sen.
Donc c'est en 1990 que nous avons eu le premier rapport parce qu'il s'agissait de revoir les changements de paradigme. Parce que comme vous le savez, il y a un procès qui a longtemps été fait aux revenus et à la croissance économique. Donc beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi il y a tant d'inégalités dans le monde? Quand est-ce qu'on va réduire ces inégalités? Est-ce que le produit intérieur brut, le PIB, qui mesure l'activité économique totale dans un pays au cours d'une année, la valeur des biens et des services au sein d'un pays pendant une année, peut refléter vraiment un indice de comparaison de la richesse d'un pays. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est en 1776 qu'Adam Smith, qui était quand même un des précurseurs néolibéraux, et qui avait fait quand même de la division du travail et du mercantilisme une doctrine, que nous sommes passés maintenant à la véritable richesse des nations. Qu'est-ce que c'est que la véritable richesse des nations? Qu'est-ce qui rend une nation riche? Donc cet indice se dit que non seulement nous avons le revenu, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le revenu, même s'il permet de combler une partie de la pauvreté elle-même, c'est un mot générique. La pauvreté est un mot générique parce qu'elle est monétaire et non monétaire, matérielle et immatérielle. Donc le revenu ne peut combler qu'une partie de la pauvreté. Donc l'indice de développement humain vient pour combler un peu ce gap en disant qu'en dehors du revenu, il y a d'autres facteurs qui peuvent permettre d'atteindre le bien-être, notamment l'espérance de vie et aussi le niveau de scolarisation. Donc, et la question aussi, c'est que en matière d'indice de développement humain, l'Afrique est mal classée. Pourquoi les États africains peinent à trouver leur marque en matière d'indice de développement humain? Bon, il faut faire extrêmement attention. Les statistiques sont ce qu'elles sont, mais on ne peut pas faire sans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans les statistiques? Ce sont les frères Goncourt qui disaient que les statistiques sont la première des sciences inexactes. Mais cela dit, je vais vous raconter une petite anecdote qui est peut-être même un peu surréaliste dans un de nos pays voisins, qui a été mal classé. Et lorsque le chef de l'État a appris, il a convoqué son ministre du plan, qui lui a dit non, mais ces indices-là sont mal faits au niveau mondial. Nous-mêmes, nous avons fait nos propres indices et voilà, nous sommes bien classés. Et il a remis une copie de ce rapport au président de la République pour dire que l'IDH ne correspondait pas à leur vision du développement, ni à la réduction de la pauvreté, qu'eux-mêmes ils avaient compris. Pour vous dire, ça c'est un peu ubuesque, c'est un peu surréaliste, mais c'est quand même quelque chose à laquelle il faut prêter un large sourire, mais une grande attention aussi. En réalité, nous avons eu pendant de longues années des politiques de réduction de la pauvreté. Mais la pauvreté, on ne peut pas la réduire, c'est-à-dire 5% de croissance économique. Quand on parle de croissance, on parle de croissance économique. Et qu'est-ce que cela veut dire? La croissance économique, c'est la croissance du produit intérieur brut. Donc dans une économie, quand on vous parle de PIB, produit intérieur brut, on parle de 4 facteurs, de 4 secteurs, notamment les ménages à travers la consommation, les entreprises à travers l'investissement, le secteur public à travers les dépenses publiques et le commerce international, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Quand vous additionnez tous ces différents facteurs, ces secteurs, vous obtenez la valeur des biens et des services dans une économie et c'est cela qui détermine le PIB. Et c'est calculé de la même manière dans environ 200 pays. Donc ça permet de savoir quel est le pays qui a le plus haut revenu par habitant et quel est le pays qui a le plus faible revenu par habitant. Mais aussi, ces indices doivent être pondérés, c'est-à-dire on doit tenir compte du pouvoir d'achat, parce que si vous prenez 1 euro en Allemagne, ne vous achetez pas la même chose qu'1 euro au Mali. Donc l'inflation est prise en compte, ainsi que un indice harmonisé des prix est pris en compte. Donc c'est pour vous dire en réalité que
l'indice d'IDH est là pour s'assurer que les pays puissent voir leur trajectoire de prospérité, savoir où ils se situent et le chemin qu'il leur reste à parcourir pour quand même atteindre une prospérité partagée. Est-ce que ça a à voir quelque chose, par exemple, avec le fait qu'on dise que les pays les plus compétitifs et les plus développés sont ceux qui ont un indice élevé et les pays pauvres sont ceux qui ont un indice bas? Pas nécessairement, mais il y a une corrélation très positive. Si vous prenez le pays qui a l'indice le plus élevé, c'est la Norvège. C'est un pays certes compétitif, mais il n'est pas le plus compétitif. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Parce que si vous prenez la compétitivité, qu'est-ce que ça veut dire? La compétitivité, c'est l'ensemble des institutions, des politiques publiques et des facteurs de production qui influent sur la productivité d'un pays. Et cette productivité, c'est elle qui détermine le niveau et la trajectoire de prospérité d'un pays de manière durable. Dans nos pays africains, généralement, et ceux qui sont les moins bien classés dans l'indice de développement humain, nous avons un problème de compétitivité et de productivité. Donc c'est cela qu'il faut résoudre. Et depuis des années, les pays africains sont de plus en plus nombreux à être en bonne position dans les classements économiques grâce à des chiffres de croissance toujours en hausse. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou de l'Éthiopie. En tout cas, vous savez, les perspectives économiques mondiales qui viennent de sortir depuis 2020, sur les 10 pays au monde qui ont les taux de croissance économique les plus élevés, il y en a 6 qui sont africains, y compris les 2 pays que vous avez cités. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Mais le pays qui a le taux de croissance économique le plus élevé en Afrique, c'est le Rwanda. Mais c'est une petite économie, mais c'est quand même le Rwanda. Donc vous avez 6 pays africains qui font partie du top 10 des économies qui ont cru le plus l'année dernière. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça revient toujours à la notion de produit intérieur brut, c'est-à-dire l'activité économique totale mesurée dans un pays au cours d'une année. Mais il y a quand même des nuances au sein de la mesure de la croissance. Parce que la croissance, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour réduire la pauvreté, ni réduire les inégalités, ni améliorer les conditions de vie des populations. Je m'explique. Vous prenez un pays comme le Mali. J'ai eu une longue discussion avec un ami avant-hier qui me disait, mais attendez, Makalou, vous nous parlez de croissance. Bon, le Mali a cru de 5% en taux réel. J'ai dit oui, mais c'est depuis 1994 que le Mali croît en termes réels à 5% de taux de croissance économique. Mais ça n'a pas permis de réduire la pauvreté substantiellement. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de la source de la croissance. Vous avez au Mali, si vous prenez notre balance des paiements qui enregistre l'ensemble des transactions économiques entre notre pays et l'extérieur pendant une année, vous allez vous rendre compte que 90% des recettes d'exportation sont dues à l'exportation d'or et à l'exportation de coton. D'abord, ces 2 matières sont exportées de manière brute, non transformée. Le coton à 2%, l'or 0%, parce qu'on n'exporte pas de l'or raffiné au Mali. Donc, si vous prenez l'influence de ces chiffres sur notre croissance, la croissance du Mali de 5% par an est tirée par les recettes d'exploitation de l'or, c'est-à-dire le cours de l'or sur le marché international, qui est à peu près de $1 600 maintenant, alors que le coût de production est inférieur à $100 l'once. Mais c'est vendu sur le marché international à $1 600 à peu près. Donc vous voyez, ça donne un point gigantesque à nos statistiques macroéconomiques. Mais il y a combien de personnes, d'emplois qui sont créés dans l'or, combien de revenus les Maliens se procurent au niveau du secteur aurifère? Il y a à peine 20 000 personnes sur les 20 millions de Maliens qui travaillent dans le secteur aurifère, alors que l'or constitue à peu près 75% de nos recettes d'exportation. Donc vous voyez, le problème c'est cela. Mais si notre croissance économique était tirée par le coton, il y a environ 4 millions de personnes, de Maliens sur les 20 millions de Maliens qui vivent du coton.
Donc cela aurait eu un effet induit sur l'ensemble de l'économie, parce que ces revenus du coton-culteur, le prix international du coton, c'est un revenu qui vient dans la poche du coton-culteur. Donc c'est ça qui améliore son pouvoir d'achat. Et cela m'amène, hein, M. Makalou, à quand même parler du cas du Nigeria, qui est la première puissance économique du continent. Et le Nigeria est l'un des mal classés. Peut-on en déduire que puissance économique ne rime pas forcément avec croissance? Bien sûr. Mais comme je vous ai dit, la compétitivité, c'est l'ensemble des facteurs. C'est les institutions publiques, c'est-à-dire la qualité, mais aussi la qualité des politiques publiques, et les facteurs de production. Et parmi ces facteurs de production, pour moi, le plus important, c'est le capital humain, c'est-à-dire les ressources humaines. Vous savez, c'est l'économiste Jean Monnet, vraiment un de mes favoris parmi les économistes, qui s'est beaucoup battu pour l'Union européenne, la construction européenne, qui a dit « Rien n'est possible sans les compétences, rien n'est durable sans les institutions. Vous avez besoin des compétences pour construire d'abord. Et ensuite, les institutions doivent venir pour pérenniser tout cela. » Mais la croissance économique est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour l'amélioration des conditions de vie. Mais vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie si vous n'avez pas de croissance économique. Parce que c'est l'économie qui permet de faire le social et le développement humain. Si vous n'avez pas la manne nécessaire en faisant croître l'économie, vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie des populations. Pour le Nigeria est faiblement industrialisé. Vous savez que le Nigeria, pour ne parler que de lui, a la plus importante économie en Afrique, premier producteur de pétrole, environ 2 millions de barils par jour, premier producteur d'arachide, premier producteur de riz et la plus importante population en Afrique, environ 200 millions d'individus. D'habitants. Mais l'économie du Nigeria est faiblement industrialisée. Ils ne font pas de la valeur ajoutée là-bas. Je vous donne un exemple choquant. Il y a 4 raffineries de pétrole au Nigeria. Aucune d'entre elles ne marche. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, exporte du pétrole brut et importe de l'essence. Quel gâchis! Le Nigeria exporte du pétrole brut pour importer de l'essence. Pour importer de l'essence. Ils ont les raffineries qui ne marchent pas. Il y a des causes, il y a des problèmes de gouvernance financière dans cela, parce que quand vous exportez de la matière brute, il peut y avoir beaucoup de corruption et de fraude sur cela. Alors que quand c'est transformé sur place, on se rend compte de ce qui... Oui, tout est quantifié. Les dégâts, ouais. Mais tout est quantifié. Tout est quantifié. Mais c'est en transformant sur place que vous allez créer des emplois auprès des PME, PMI, mais aussi les personnes que vous allez employer, les personnes que vous allez former, etc. Et cette valeur ajoutée reste dans votre économie. Et c'est ça aussi qui va faire croître votre produit intérieur brut. Mais malheureusement, dans nos pays, nous sommes encore dans des économies de traite, c'est-à-dire l'économie coloniale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sous la colonisation, nos États étaient censés fournir les États qui nous colonisaient avec de la matière brute et ceci nous renvoyait de la matière transformée. Et c'est cela le grand problème. Et nombreux sont ces analystes, M. Makalou, qui pensent que des rapports plus étroits entre démographie, écologie et théorie du développement sont nécessaires pour permettre d'inclure dans l'IDH un IDP, indice de développement de la population, et un IDE, indice de développement de l'environnement. Partagez-vous leur... Oui, je suis entièrement d'accord. Mais vous savez, M. Sen Amartya Sen a prévu, cet indice est flexible. Et je suis d'accord que les problèmes environnementaux, surtout les changements climatiques. Mais en réalité, vous savez, moi je crois pas à la souveraineté des États, je crois à la coopération entre États. Je crois dans la coopération internationale quand les États sont de bonne foi. Parce que vous savez, les défis sont de plus en plus transfrontaliers, que ce soit la paix, la sécurité, que ce soit les migrations, que ce soit les changements climatiques, etc., que ce soit les maladies transmissibles et non transmissibles. Aujourd'hui, ce sont des défis qui sont transfrontaliers et qui demandent une plus grande coopération régionale
et internationale. Donc, moi, je suis entièrement d'accord qu'il faut prendre en compte les défis environnementaux, parce que l'environnement, je suis dans l'optique d'un développement durable, c'est-à-dire que non seulement il doit avoir la croissance économique, le progrès économique, mais il doit avoir le développement humain, mais aussi il doit avoir la préservation de l'environnement. Si vous gagnez beaucoup d'argent en détruisant votre environnement, pour moi, vous n'améliorez pas votre bien-être. Donc, je suis entièrement d'accord qu'on améliore avec cet indice, non seulement pour l'environnement, mais pour la population. Pour ce qui est de la population, vous savez, l'Afrique a un avantage, mais qui pourrait être une bombe à retardement. Aujourd'hui, nous sommes 1,250 milliard d'Africains. La moitié de cette population a moins de 14 ans. Vous connaissez le taux pour l'Europe des moins de 14 ans? Il y a 50% des Africains qui ont moins de 14 ans aujourd'hui. 50%. Sur 1,250 milliard d'habitants. En Europe, cette population fait moins de 20%. Environ 17% de la population européenne a moins de 14 ans, contre 50% pour l'Afrique. En réalité, nous avons une population très jeune. Nous sommes le continent le plus jeune. Et à l'horizon 2050, nous pensons que les jeunes vont constituer la majorité, en tout cas de très loin la majorité, 75% de la population africaine. Mais en réalité, il faut aussi tenir compte de ce défi de la démographie. Si vous prenez un pays comme le Niger, tous les 20 ans, le Niger double sa population, comme le Mali. Et cela amène des défis énormes. Vous ne pouvez pas croître à 5% et avoir un taux de démographie de 3,6%. Il va falloir améliorer votre croissance économique pour pouvoir prendre en charge cette jeunesse et pour réduire les inégalités, réduire les vulnérabilités et l'exclusion sociale, adopter des politiques publiques adaptées, cohérentes, lisibles et visibles. En tout cas, j'aimerais partager avec vous et avec les téléspectateurs le point de vue de cet internaute. On vante ici et là la forte croissance que connaîtrait l'Afrique. Dans certains pays du continent, elle est à 2 chiffres. Par ailleurs, les dirigeants africains sont séduits par les offensives des pays dits émergents, la Chine en tête, avec sa politique du gagnant-gagnant. Votre point là-dessus? Oui, mais en fait, c'est les politiques industrielles. Je pense qu'en fait, Kwame Nkrumah avait raison en 1963, quand il dit l'Afrique doit s'unir ou périr. Parce qu'il avait vu. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui a 1,250 milliard d'habitants. Mais en 2025, l'Afrique aura une population plus importante que la Chine actuellement qui a 1,340 milliard et l'Inde qui a environ 1,300 milliard d'habitants. Qu'est-ce que cela induit? Cela induit parce que cela fait qu'en réalité, vous avez une consommation, vous avez une demande intérieure. C'est-à-dire que la consommation, vous avez un marché intérieur auquel il va falloir pourvoir. Cela va obliger les Africains à commercer entre eux, à augmenter les échanges. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Nous avons des économies extraverties et nous vendons à l'extérieur. Et tenez-vous bien, dans le commerce mondial, pour les produits manufacturés, nous ne faisons que 2%, alors que nous faisons 17% de la population mondiale. Donc l'idéal, ce serait que les Africains fassent commerce entre eux, mais aussi que les Africains aient une stratégie de transformation structurelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit qu'il va falloir que nous adaptons nos économies au commerce mondial actuel. Si vous regardez la structure de nos économies, c'est l'agriculture qui occupe la plus grosse portion. Au Mali, par exemple, c'est 40%, c'est à égalité avec les services, le secteur tertiaire, et l'industrie fait environ 20%. Mais il faut que nous évoluions de sorte que nos économies, nous allions des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Parce que le défi, c'est quoi? En Afrique aujourd'hui, vous avez 12 millions d'Africains qui arrivent, de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. 12 millions. 12 millions. Et vous savez combien on se procure un emploi? 3 millions. Donc vous avez 9 millions qui sont en rade et qui risquent d'être à marge de la société, ce qui ne va pas améliorer la paix et la sécurité dans nos différents pays. Voilà. Et on avait
parlé tout à l'heure du cas du Nigeria, un peu vous avez touché le cas du Mali, mais je vais revenir un peu sur cette rencontre qui avait eu lieu il y a près d'un an au Niger. Le président nigérien Issoufou Mahamadou avait présidé les 13 et 14 mars 2019 au Palais de la République une réunion du comité interministériel de suivi de l'indice de développement humain. Et faisant le point de cette rencontre, la ministre en son temps la ministre du Plan, Aïchatou Boulama, a indiqué que l'ambition tracée par le président est d'améliorer significativement le classement du Niger en matière de l'IDH pour le porter à 0,5 points à l'horizon 2021. Là où on parle de porter à 0,5 points d'ici 2021, il y aura beaucoup d'efforts à faire à ce niveau, donc peut-être la bonne gouvernance, entre autres. Mais tenez-vous bien, ce sont les pays du Sahel qui sont les moins bien classés. Vous avez pris le cas du Niger. L'indice de développement humain, comme vous l'avez dit, 0,5%, c'est la moitié de l'indice. Parce que l'indice va de 0, qui est moins bien, à 1. Le maximum, c'est 1. Donc c'est entre 0 et 1. Ça n'atteint pas l'unité. L'unité, quand ça atteint l'unité, c'est que c'est la perfection au niveau de l'indice. En réalité, il faut que nous ayons nos États du Sahel s'adaptent. Il faut avoir des stratégies de développement proactives. Il faut que nous soyons stratèges en matière de politique de développement. La capacité de nos États. Il faut que nous réduisons l'ambition de nos États à leur capacité. Les États ne peuvent pas tout faire. Vous allez prendre les budgets, les lois des finances des différents États, vous allez trouver que c'est des déficits à financer. Les déficits en eux-mêmes, ce n'est pas ça le problème. Mais si vous avez un déficit et que vous vous endettez pour financer le fonctionnement de l'État, comme c'est le cas dans la plupart de nos pays, vous ne progresserez pas. C'est l'investissement qu'il va falloir financer. Et nous sommes au terme de cette émission, M. Makalou. Est-ce que l'IDH, l'indice de développement humain d'une nation, peut être considéré comme une mesure définitive du développement? Non, mais ça donne une bonne indication parce que c'est un indice composite. C'est un indice composite qui permet de déterminer la trajectoire, la compétitivité et les efforts que votre pays doit faire pour se retrouver au moins sur le chemin de la prospérité. Donc quand je parle de financer les investissements, ce ne sont pas les investissements seulement économiques, mais ce sont les investissements sociaux. Donc c'est la santé, l'éducation, la protection sociale. Parce qu'en Afrique, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de réduire les inégalités. Parce que les inégalités, non seulement sont entre pays, mais les inégalités sont à l'intérieur des pays. Donc si vous ne protégez pas, si vous voulez quand même que votre pays progresse et améliore son bien-être, il va falloir réduire les vulnérabilités. Donc il va falloir une croissance inclusive, durable, participative, mais aussi équitable au sein de la population. Si les fruits de la croissance, il faut avoir la croissance d'abord, si ces fruits de cette croissance sont équitablement partagés au sein de la population, vous améliorez le bien-être des différents segments de votre population et des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes et les enfants. En tout cas, Monsieur Modibo Mao Makalou, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est la fin de cette émission, votre rendez-vous économique sur Africable Télévision. Merci à la rédaction et à la technique pour sa réalisation. À la réalisation, Oumar Sangaré et Kofi Agbekou Sonou, au son Bourama Soumano, à la diffusion Arnaud Yobou, à la direction de l'information et des programmes Sekou Tangara. Excellente suite de programmes sur la première chaîne panafricaine.